Je salue Antoine Philippi qui vient de nous rejoindre, voilà. Et puis Céline, que je ne présente Bonjour. plus, hein, du cabinet de la coordination du handicap. Alors, passons au. Ouais, voilà, Céline, merci. Donc, passons rapidement au contexte. Et effectivement, le contexte est favorable pour le contrat d'apprentissage dans la fonction publique à plusieurs titres. Du côté des employeurs, déjà. Les années passées, nous avions une véritable concurrence qui était faite par le CUI-CAE. C'était un contrat qui était bien installé dans les pratiques des services RH et des partenaires du service public de l'emploi. Il y avait des volumes qui étaient extrêmement importants, il y avait des objectifs, hein, les services devaient réaliser un certain nombre de CUI-CAE. L'aide financière aux employeurs était quand même intéressante. Il y avait peu de contraintes en matière d'accompagnement et de formation. Là, la donne a changé. Le gouvernement s'est rendu compte que ces contrats étaient coûteux et apportaient peu de résultats en matière d'insertion. Donc, la première mesure qui a été prise, c'était de fortement réduire cette enveloppe. Et la deuxième, c'est de transformer, hein, pour la plupart des CUI-CE. Maintenant, on parle de parcours emploi-compétences. Et donc, on est sur des contrats qui sont moins aidés, on est autour de 50%, alors qu'avant, on était plutôt autour de 70-80%. Et on a une exigence, il y a des exigences en matière d'accompagnement, il y a des exigences en matière de formation. Donc, il faut que les employeurs montent un dossier et démontrent que des efforts sont faits. Donc, il faut faire un peu d'ingénierie de formation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre contrat d'apprentissage qui propose une formation qui est déjà organisée, l'employeur n'a pas à se lancer dans de l'ingénierie de formation. Il y a un accompagnement qui est structuré avec un maître d'apprentissage et un CFA qui vient en appui de l'accompagnement de l'apprenti. Et puis, enfin, sur la partie financière, vous connaissez l'aide du FIP avec une aide à hauteur de 80% du salaire chargé. Donc là, on est sur le contrat de travail le plus aidé aujourd'hui dans la palette à disposition des employeurs publics. Et du côté des personnes en situation de handicap, là également, le contexte est favorable parce que jusqu'à présent, on était pénalisé. Vous savez que ce contrat d'apprentissage, il a été fait au début pour un public jeune. Certes, il n'y a pas de limite d'âge pour le public en situation de handicap, mais on avait une grille de rémunération qui était quand même construite pour des jeunes. Et quand on sait que 97% de nos demandeurs d'emploi en situation de handicap, eh bien, ont plus de 26 ans, on comprenait bien que ça allait être difficile d'attirer ce public sur nos offres. Euh, Céline va aborder les nouveautés, mais il y a une évolution qui est très favorable, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, eh bien, tout apprenti de plus de 26 ans va être rémunéré à minima au SMIC. Donc, en plus, avec, ça Céline reviendra sur les questions de charge, mais ça fait même un petit peu plus d'un SMIC en salaire net, ce qui fait que aujourd'hui, on va avoir certainement donc, des Cap emploi, des pôles emploi, un service public de l'emploi qui cherchera à faire de feu de tout bois pour placer des personnes parce qu'on manque de CUI-CAE, et avec une rémunération qui permettra de mobiliser le public sur ces contrats-là. Donc tout ça fait qu'on devrait quand même, j'espère, faire plus de contrats, et ce serait plutôt bienvenu parce que malgré l'aide du FIP qui est quand même assez exceptionnelle, malgré les efforts qui ont été faits collectivement, on se rend compte qu'alors pour la région Grand Est, eh bien, on est quand même passé de 2014 à 2017, on n'a encore pas les chiffres de 2018, donc on est passé de 37 à 58 contrats. Bon, l'air de rien, on est quand même tout près de 6%. Hein. Si on regarde 6% des contrats, vous voyez, ce chiffre de 6%, il parle à tout le monde. Donc on a quand même évolué. Et puis pour la région Bourgogne-Franche-Comté, on est passé de 8 à 13 contrats. Et là, par contre, on est à 2, de mémoire 2,6%, ce qui reste quand même moins. Donc on voit que malgré la pertinence du contrat, malgré le fait que on sait que quand une personne s'engage dans un contrat d'apprentissage, eh bien, elle s'engage quelque part dans une voie qui va l'amener sur une insertion durable. Quand vous êtes avec un métier, quand vous avez une expérience professionnelle, vous avez certainement plus de chances de trouver un emploi que lorsque vous arrivez à la fin d'un CUI-CAE. Je pense que ça ne fait pas débat. Eh bien, j'espère qu'on va, voilà, un contrat qui est pertinent financièrement,
en matière de formation pour les personnes, pour les employeurs. J'espère qu'on va arriver à bénéficier de ce contexte et puis passer à des chiffres voilà, un peu plus sérieux, hein. Voilà. Mais même si ces petits nombres cachent des efforts importants, très importants, faits par plusieurs employeurs ou même des partenaires comme les centres de gestion. Donc, je ne veux pas minimiser ce qui a été fait par les uns, ce serait pas du tout voilà, ce serait maladroit de ma part. En tout cas, ce n'est pas le fond de ma pensée. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive par les nouveautés et puis ensuite on passera au cœur de notre webinaire. Céline. Donc effectivement, comme vous le savez, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel a impacté fortement le volet formation professionnelle, mais également l'apprentissage. Donc j'ai souligné 4 grands changements qui vont vous impacter directement là, à partir du 1er janvier pour les contrats qui sont signés cette année. La modification de l'âge d'entrée, la durée légale du travail, la revalorisation de la rémunération et l'aménagement des conditions de rupture. Et par rapport à la mobilisation des aides du FIPHFP, on verra qu'on fera le lien également aussi avec le coût de la formation pour les employeurs publics. Donc en ce qui concerne la modification de l'âge d'entrée dans la fonction publique, Stéphane a souligné qu'avant c'était sur un public jeune. Donc suite aux expérimentations, il a été décidé d'élargir l'âge maximum de 30 ans, donc c'est 29 ans révolus, c'est 29 ans et 364 jours. Il ne faut pas que la personne signe son contrat à son jour d'anniversaire des 30 ans, hein, tout simplement. Il n'y a toujours pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés, hein, ce qui était déjà connu depuis 2007, il me semble. Et puis après, il y a d'autres contextes sur lesquels les apprentis peuvent signer à la limite de 31 ans, surtout pour des poursuites de formation ou quand il y a eu des ruptures non volontaires. L'assouplissement de la durée de travail des apprentis, donc malgré tout, on a un public jeune en apprentissage, hein, les employeurs publics les recrutent. Auparavant, le temps de travail des apprentis était bien connu, 35 heures, 8 heures par jour maximum. Et il y avait un petit delta qui était accordé en heures supplémentaires si l'inspection du travail était OK. Dans ce cas de figure, avec les modifications, à compter du 1er janvier, il y a des secteurs d'activité, notamment le bâtiment, tous ces travaux publics ou espaces paysagers, va permettre un travail jusqu'à 40 heures par semaine ou 10 heures par jour, ce qui va permettre, on va dire, de faciliter l'aller sur les chantiers, les déplacements, etc., moyennant un certain nombre de conditions quand même, hein, parce qu'il y a des récupérations qui doivent être menées par la suite pour que l'apprenti ne dépasse pas, on va dire, un certain volume horaire maximum. Il y a aussi des aménagements sur le travail de nuit. Alors pour certains, tout ce qui est restauration, peut-être boulangerie, il y a au ministère de la Défense ou des choses comme ça, il y a des possibilités de faire travailler plutôt le matin. Donc maximum 4 heures du matin jusqu'à 22 heures pour les apprentis mineurs. Il y a également la revalorisation de la rémunération. Donc Stéphane nous en a parlé un peu pour les publics de plus de 26 ans, mais sachez que cette revalorisation touche tous les âges. Donc je vous ai mis la grille secteur privé, hein, avec la revalorisation. Ça fait à peu près 30 € net par mois sur les salaires. Il faut ajouter pour les employeurs de la fonction publique, effectivement, la majoration des 10% lorsque le diplôme passé par l'apprenti est de niveau bac. Et 20% pour des diplômes niveau BTS, licence, voire plus. Donc ça veut dire qu'un apprenti qui a plus de 26 ans, qui voudrait faire un bac, il faudra ajouter effectivement à 100% du SMIC, 110% du SMIC brut, en sachant qu'il est exonéré de charges jusqu'à 79% du SMIC et c'est le delta entre le 79% et le 110% du SMIC qui sera pris en compte pour les charges. Donc en termes de salaire net pour l'apprenti, on a regardé avec Stéphane hier, ça équivaut à 1 444 € et des brouettes. Pour quelqu'un qui sera à 100% du SMIC, voilà, en net. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des salaires qui sont quand même... voilà, si on se place du côté des candidats, on a notamment des candidats plus de 26 ans, on a quand même des contrats qui sont de 2-3 ans avec un salaire qui est de 1 444 €. On reste quand même sur des conditions salariales qu'on ne trouve même pas sur la plupart des offres d'emploi pour des personnes qui sont pas encore formées pour le coup.
Donc, au-delà de ces revalorisations, on l'a vu tout à l'heure, il y a également un impact sur l'aménagement des conditions de rupture. Donc, jusqu'à présent, le contrat d'apprentissage pouvait être rompu par les deux parties durant la période d'essai qui était de 45 jours consécutifs ou non chez l'employeur, ou alors suite à accord écrit des deux parties ou décision prud'homale en cas de faute grave, etc. Cet aménagement va assouplir cela et ça peut être du coup à l'initiative de l'employeur en situation de force majeure. Ça passe comme un licenciement et puis c'est encadré parce que c'est les inaptitudes posées par le médecin, les décès ou du maître d'apprentissage ou de l'employeur ou effectivement une faute grave que l'apprenti commet. Soit l'initiative de l'apprenti qui devra respecter effectivement un préavis et la mobilisation d'un médiateur. Donc, ce médiateur existe dans le secteur privé, chambre de métier, chambre CCI, chambre de commerce et chambre de l'agriculture. Par contre, dans le secteur public, il n'a pas été déterminé de médiateur pour le moment. Donc, ça renvoie directement au service RH. L'apprenti, s'il rencontre des difficultés et qu'il veut rompre son contrat d'apprentissage, doit saisir le service RH ou la hiérarchie, en tout cas, pour faire ce rôle de médiation. Et il s'agira du coup d'une médiation. Donc, l'apprenti doit saisir le médiateur au moins 7 jours calendaires, dans un délai de 7 jours calendaires, et prévenir l'employeur par la suite de sa démission. Et il y a un délai de préavis de 15 jours, pour le coup. Donc, dans la fonction publique, on ne va pas revenir sur tout le processus de recrutement, puisqu'on va l'évoquer aussi avec Antoine Philéppi tout à l'heure. Il y a la visite médicale d'embauche qui va être importante. Dans le secteur privé, il laisse la possibilité aux médecins généralistes de faire cette visite. Nous, au niveau de la fonction publique, pour l'instant, ce n'est pas forcément en expérimentation. On vous invite quand même, lorsque vous avez identifié que la personne est en situation de handicap, de faire très rapidement la visite médicale auprès du service et s'il est mineur, avant la signature du contrat d'apprentissage, ce qui est obligatoire par rapport au texte. Ensuite, cette visite médicale va être d'autant plus importante que c'est grâce aux préconisations du médecin que vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des aménagements nécessaires, que ce soit chez vous en tant qu'employeur ou au CFA. Donc avec les préconisations aussi de mise en place de tutorat ou d'accompagnement externe qui peut être proposé. La convention de formation, donc normalement dans la fonction publique, c'est obligatoire, il doit y avoir une convention de formation en plus du contrat d'apprentissage qui est signé. Le CERFA reste identique au CERFA des années précédentes. Sur notre site internet, vous avez les liens pour le faire. Et cette convention doit regrouper un certain nombre d'informations, on va dire globales, durée, formation, coût de la formation et qui finance la formation. Jusqu'à maintenant, effectivement, le Conseil régional apportait une part de financement au centre de formation par l'apprentissage. À partir du 1er janvier 2020, ça va se modifier. Il va y avoir une prise en charge par France Compétences qui va apporter, on va dire, une part du budget formation. Par contre, pour le moment, sur le secteur public, on n'a pas d'informations claires sur qui va prendre en charge ce coût. Est-ce que France Compétences va financer une partie ou est-ce que ça va être en totalité à la charge de l'employeur public ou d'un autre organisme? Par contre, vous savez que le FIPHFP finance la formation de l'apprenti, donc ça ne devrait pas avoir d'impact pour les employeurs publics qui recrutent des apprentis en situation de handicap. Donc on va retrouver dans cette convention effectivement des choses qui vont être importantes au-delà des éléments rémunération, horaire, nature de la tâche, maître d'apprentissage et qualification du maître d'apprentissage, notamment les coûts d'aménagement nécessaires pour compenser la situation de handicap, ainsi que les modalités de financement. Donc effectivement, plus vous anticiperez la venue de l'apprenti et plus ça sera aisé de faire cette convention. Et normalement, elle doit être établie dans les 2 mois après la signature du contrat d'apprentissage. Donc ensuite, la procédure d'aménagement des épreuves, donc effectivement, voir avec le CFA pour qu'il inclue cet article-là, parce que quand c'est en contrôle continu de formation, il faut absolument que la demande d'aménagement soit faite en début d'année. Si c'est fait plus tardivement, l'apprenti n'aura pas possibilité d'aménager ses épreuves d'examen. Donc les aides du FIP, rapidement pour vous les lister, et après on verra en pratique comment elles sont mises en place par le conseil départemental du 67. 80% de la rémunération brute et des charges patronales qui sont prises en charge par le FIP. La possibilité de mobiliser un tutorat qui équivaut au temps consacré à l'apprenti par le maître d'apprentissage, effectivement.
dans une limite où il faut quand même, on va dire, expliquer la teneur du tutorat, hein, donc les moments d'accompagnement et pourquoi, les objectifs de cet accompagnement en tutorat. La formation du maître d'apprentissage qui peut être prise en compte, surtout sur le volet handicap et apprentissage. Vous avez les surcoûts et le coût de la formation justement jusqu'à hauteur de 10 000 €. Donc effectivement, quand vous recruterez un apprenti en situation de handicap, le coût de la formation sera pris en charge par le FIPHFP. Donc ça n'impacte pas les changements avec la réforme. L'accompagnement sociopédagogique, donc ça par un acteur externe. On aura un exemple tout à l'heure qui va être très parlant et qui va vous montrer comment on peut utiliser ces accompagnements pour sécuriser le parcours. L'aide forfaitaire visant à couvrir les frais inhérents à l'entrée, donc ça c'est une aide à verser à l'apprenti. Le FIP va le verser à l'employeur et l'employeur le reversera à l'apprenti et cette aide est exonérée par rapport à l'impôt sur le revenu, ce qui va être très aidant. Et vous avez également, avec la réforme, une aide forfaitaire qui peut être versée par l'ASP pour les apprentis d'au moins 18 ans qui passent le permis de conduire. Donc ça peut être un cumul et qui permet vraiment d'aider l'apprenti pour justement avoir le permis et être plus mobile pour la suite. Les moyens mobilisables de compensation sont tous mobilisables, justement. Donc en fonction de la situation, vous pourrez aller piocher par rapport aux différentes aides possibles du catalogue pour sécuriser le parcours. Voilà. Et maintenant, nous allons passer… Alors, juste en complément, un petit rappel. Vous savez que les PPS ont évolué en PASS, en prestations d'appui spécifiques. Ces experts sont très peu mobilisés aujourd'hui par les employeurs publics. On vient de faire une journée pour présenter toutes ces PASS en région Grand Est et on va certainement organiser quelque chose, pas tout à fait sur le même format, mais en tout cas qui va permettre de bien les rencontrer certainement sur le prochain semestre en Bourgogne-Franche-Comté. Ces acteurs-là, eh bien, ils peuvent apporter un appui pour justement identifier toutes les mesures de compensation nécessaires, qu'il s'agisse chez l'employeur ou alors en centre de formation. Et moi, ça me paraît aujourd'hui essentiel de venir vraiment prendre le temps de se poser les questions, de mettre en place les mesures concrètes pour compenser le handicap. Ayant en tête chez les jeunes, souvent ce parcours d'apprentissage, ce projet, le projet qui a été construit, c'est un projet qui a été construit avec d'énormes efforts. Il y a pu avoir des accompagnements, des stages en entreprise, etc. On peut avoir des jeunes qui n'ont pas de plan B. C'est leur plan P et il n'y en aura pas 50. Et passer un peu vite, prendre le risque de se dire oh oui, ça devrait aller et puis on verra bien, c'est vraiment prendre le risque de mettre ces jeunes en échec. Je parle souvent des adultes, mais là pour le coup, je parle des jeunes. Mais ce que je viens de dire pour les jeunes, c'est également valable pour des adultes en reconversion professionnelle qui ont pu galérer pendant de nombreux mois pour construire un nouveau projet. Pareil, il n'y a pas forcément un plan B derrière. Et voilà, aller vite, passer vite sur cette question de compensation, c'est prendre des risques de planter ces parcours et d'avoir des personnes derrière vraiment dans des impasses. Donc, on parle des aides, mais elles ont, voilà, faut pas oublier le sens. Le sens est extrêmement important. Voilà. Je vous propose de passer à Antoine. Donc oui, donc Antoine a accepté effectivement de venir témoigner par rapport à la démarche que le conseil départemental met en œuvre pour développer l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Donc du coup, il va peut-être pouvoir déjà dans un premier temps nous présenter quand et comment voilà, cette volonté du conseil départemental s'est mise en place. Oui, bonjour à tous. Donc Antoine Philippi, je suis chargé de mission handicap au conseil départemental du Bas-Rhin. C'est un poste que j'occupe depuis le début de l'année 2016. C'est un poste qui a été créé justement à l'occasion d'une réflexion pour travailler à la question de l'intégration des personnes en situation de handicap dans la collectivité et de construire un plan d'action en lien avec le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et du coup, le conseil départemental du Bas-Rhin, qui regroupe environ 3600 agents, a une convention d'objectifs avec le FIP pour la période 2017-2019. Dans ce plan d'action, on va retrouver tout un certain nombre d'actions de communication, de sensibilisation, de maintien dans l'emploi,
mais également des actions qui vont davantage concerner le recrutement des personnes en situation de handicap, avec différents types de recrutement, des recrutements via les contrats aidés, des recrutements pérennes dans la collectivité, mais on a surtout essayé de mettre l'accent sur le recrutement via les contrats d'apprentissage, dans nos conventions d'objectifs avec le FIP. Donc on est dans ce scénario-là, d'avoir une vraie ambition, une vraie volonté de donner la chance à des jeunes ou à des moins jeunes, on le verra tout à l'heure à travers les différentes expériences que je pourrais faire remonter, d'avoir un parcours professionnel qui se construit dans la durée, progressivement, de manière à leur favoriser leur employabilité, peut-être au sein du conseil départemental, ou peut-être vers un autre employeur public à la suite de leur apprentissage. Alors concrètement aujourd'hui, dans notre collectivité, on a 5 apprentis en situation de handicap qui sont en poste en ce moment. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec des partenaires cette politique de diversification de nos recrutements. Donc on a une deuxième campagne de recrutement d'apprentis en situation de handicap dans la collectivité. Et au total, sur ces 2 campagnes, il y a 7 apprentis en situation de handicap qui ont été recrutés, dont 5 qui sont encore en poste dans la collectivité. Donc voilà un peu pour vous dresser un petit peu notre situation actuelle au sein du conseil départemental du Bas-Rhin. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez travaillé justement avec les services pour qu'ils acceptent d'accueillir des personnes en situation de handicap dans leurs services et puis les former, justement? Alors, si on a fait le choix de mettre l'accent sur la question de l'apprentissage, avec d'ailleurs un objectif chiffré assez important au niveau du FIP, avec la volonté de recruter 12 apprentis en situation de handicap sur les 3 ans de la convention. Sachant qu'auparavant, on avait une expérience qui était très limitée, on avait eu un seul apprenti en situation de handicap dans la collectivité. Donc c'était vraiment un gap important. Concrètement, on s'est appuyé sur ce qu'on savait faire. On avait la chance au conseil départemental d'avoir déjà une politique de recrutement d'apprentis. Voilà, ça fait plusieurs années que le conseil départemental, vraiment de nombreuses années que le conseil départemental recrute régulièrement à chaque campagne d'apprentissage des apprentis dans la collectivité, avec un volume quand même important, de l'ordre à 20 à 25 apprentis par an dans la collectivité. Donc on avait quand même un savoir-faire, des habitudes dans l'organisation de la collectivité, des maîtres d'apprentissage expérimentés, des services qui jouaient le jeu. Donc on s'est appuyé sur tout ça pour adapter notre processus, mais on n'a pas construit quelque chose de complètement nouveau pour connecter en fait la question de l'apprentissage avec la question des travailleurs en situation de handicap. Alors concrètement, nous on fonctionne de la manière suivante, c'est en début d'année, assez tôt, donc au courant du mois de janvier, la direction des ressources humaines sollicite l'ensemble des services du département du Bas-Rhin pour recueillir leurs propositions d'accueil d'apprentis dans la collectivité. D'ores et déjà, on a une idée du volume, 20 à 25 apprentis par an dans la collectivité, et on annonce que parmi ces apprentis, il y aura des apprentis en situation de handicap qui sont recrutés, bien évidemment, en partenariat avec les services et qui participent au recrutement. Donc voilà un petit peu le schéma qui est important. Donc on n'a pas réinventé l'eau chaude, on s'appuie vraiment sur ce qu'on sait faire et on le connecte juste avec une nouvelle dimension, une nouvelle manière de travailler autour de la question du handicap. Donc ça c'est la période d'identification. Après on va rentrer dans une période aussi où là il y a tout ce qui peut se mettre en place autour, c'est que les futurs maîtres d'apprentissage ne soient pas freinés par un recrutement d'apprentis en situation de handicap, de par leur démarche. C'est déjà quelque chose d'assez chronophage, d'assez prenant, d'assez mobilisateur d'être maître d'apprentissage. Si on vient en plus avec des peurs sur la question du handicap, ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on a considéré au niveau de notre convention avec le FIP que toutes les questions d'acculturation à la question du handicap, les questions de sensibilisation, de communication, d'information sur qu'est-ce que le handicap, est-ce que ça regroupe, est-ce que ça ne regroupe pas, tout ça, sont des prérequis en fait indispensables. Et on s'est lancé en amont quand même dans un sacré plan de formation de l'ensemble des cadres de la collectivité ou des collaborateurs du département pour rendre du coup des actions comme le recrutement d'apprentis en situation de handicap beaucoup plus facile que ce qu'elles n'étaient au préalable. Donc ça, c'est vraiment un travail aussi qui est un peu un travail masqué,
mais qui est un travail qui est rejaillit sur en fait l'intégralité de notre plan d'action handicap au travail. Oui, vous avez bien fait le lien justement sur tout ce que vous mettez en place au travers de votre convention, sur la communication, sur la sensibilisation, l'information de l'ensemble du collectif pour que ça fasse partie d'une culture chez vous, voilà, concrète. Voilà. Et donc, du coup, au final, on arrive à l'issue de cette identification des postes, à une hiérarchisation, parce que on a beaucoup de demandes dans la part des services de recruter des apprentis. Donc, chaque année, au niveau de la direction des ressources humaines, en lien avec service, on doit faire une priorisation. Et ensuite, on revient vers eux en disant quel type de métier a été validé par la collectivité. Et après, on bascule dans un autre champ, qui va être le champ justement de la recherche de candidatures et du recrutement. Très bien. Alors avant de rebasculer sur justement la recherche de candidature, il y a une question qui est vos 5 apprentis actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont, dans quel service ils sont? Alors, on a différents apprentis, hein, effectivement, qui travaillent sur différents sites du département. Concrètement, donc sur les 5, on a 2 apprentis, non, 3 qui travaillent dans les collèges, à la fois en maintenance des bâtiments ou en restauration collective. Donc en CAP maintenance des bâtiments, en collectivité, ou en CAP agent polyvalent de restauration ou cuisinier. Et on a 2 apprentis qui travaillent plutôt dans les services support de direction, notamment sur le métier d'assistant de direction. Très bien, merci pour Donc ça, c'est le profil actuel de nos apprentis. Alors, donc on est sur le profil des apprentis, on parle souvent d'âge, on parle souvent du public adulte, etc. Est-ce que vous pouvez nous apporter également une précision sur le profil des apprentis de ce côté-là? Oui, alors effectivement, on va trouver les 2 types de profils que vous avez mis en avant dans la présentation. Le profil plus classique, peut-être qu'on a l'habitude d'avoir à l'esprit quand on parle d'apprentissage, donc un profil jeune, avec notamment dans les collèges, on a des apprentis qui ont été recrutés, qui ont 18, 20 ans, hein, mais également un profil beaucoup plus âgé. On a notamment sur les métiers d'assistant de direction 2 personnes, hein, une personne qui a 54 ans, donc on est vraiment en remplacement professionnel, on est vraiment sur un 2e voire un 3e parcours professionnel, hein. Donc on sort très clairement de l'image du jeune apprenti qui débarque chez l'employeur avec très très peu de bagages. Au contraire, on a des profils qui sont expérimentés. Et c'est pas le seul cas. On a une autre personne qui travaille dans les collèges qui a également 53 ans et une personne qui travaille en tant qu'assistante de direction qui a 38 ans. Merci à vous pour ces précisions. Je remercie également Vincent Young, qui est votre chef de service vie au travail et qui rappelle effectivement que eh bien, le conseil départemental a travaillé sur, a fait un travail de fond pour qu'il y ait une acculturation qui se fasse autour du handicap et que, en fait, une fois que les conditions sont réunies, ça facilite l'acceptation d'accompagner un apprenti en situation de handicap. Hein. Ça ne se fait pas tout seul quand même. C'est vrai qu'il y a un travail conséquent qui a été engagé par le conseil départemental. Donc pour avoir ces candidatures, ces différents types de candidatures, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des acteurs externes pour vous aider à identifier les personnes? Alors c'est vrai qu'au démarrage de notre politique, c'était notre grande inquiétude. Et on avait d'ailleurs travaillé pas mal dans les réunions du réseau Handipact, hein, avec vous, sous toute une année de travail pour voir comment on pouvait arriver à recueillir des candidatures intéressantes de travailleurs en situation de handicap sur les métiers qui nous concernent. Donc on partait un petit peu sur l'inconnu, on a décidé vraiment de faire appel à des partenaires, hein, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur le volet recrutement. Donc on s'est tourné vers 2 partenaires essentiels, vers Cap Emploi en premier temps et vers l'ADAPI, qui est une association qui accompagne sur le territoire essentiellement alsacien, mais je crois qu'il y a un peu plus à l'échelle du Grand Est, et qui est l'équivalent qui porte le DIRFA pour le secteur public, au secteur privé. Et donc on s'est appuyé également sur toutes leurs connaissances, tout leur suivi d'accompagnement qu'ils ont pour trouver dans leur portefeuille d'accompagnement des apprentis en situation de handicap qui peuvent correspondre au métier. Donc on a publié, entre guillemets, on a adressé à ces 2 organismes nos offres, nos recherches,
de manière à ce qu'ils nous proposent des profils ciblés, correspondants. On a vraiment fait attention à ça avec eux, qu'on n'ait pas des candidatures un peu au tout venant, mais qu'on ait des candidatures de personnes qui connaissent déjà, qui suivent, qui accompagnent, qui sont dans le projet professionnel qu'on va leur proposer. Donc, peut y avoir déjà peut-être un premier regard au niveau de la question de la compatibilité peut-être du handicap à travers des métiers, notamment lorsqu'on travaille dans les collèges. Ça va être des tâches parfois répétitives, hein, qui peuvent être complexes à mener lorsqu'il y a des problématiques de santé handicapante. Donc d'avoir déjà un premier regard pour s'assurer effectivement de la fiabilité du projet professionnel avec les offres qu'on propose. Donc on a vraiment, entre guillemets, s'est reposé sur ces deux partenaires qui ont su nous proposer des candidatures intéressantes, sinon on n'en serait pas là, très clairement. Après, il y a un aléa. Oui. Il y a un aléa, c'est pas forcément évident. On a fait une première campagne de recrutement qui était numérairement plus nombreuse que la deuxième campagne. Voilà. Alors, on a une question de savoir, on parle d'apprentis en situation de handicap, mais on sait qu'on peut avoir des situations de handicap plus ou moins lourdes. Et donc, on nous demande justement s'il y a des situations, s'il y a des personnes avec des handicaps assez lourds. Et donc, je pense quelque part des mesures de compensation, des accompagnements renforcés. Est-ce que vous avez des situations qui vous ont demandé plus de mesures de compensation que d'autres? Alors, dans les apprentis qu'on a recrutés à l'heure actuelle, on n'a pas eu de handicap, entre guillemets, dit lourd, qu'on nécessitait une mise en œuvre d'aménagement de poste assez important ou très complexe. Sur le profil jeune, on était souvent sur des troubles de l'apprentissage, des dyslexies et ainsi de suite. Sur le profil personnes un peu plus âgées, donc les personnes que j'ai mentionnées qui ont la cinquantaine, on est plutôt sur des maladies invalidantes, du handicap invisible, qui va nécessiter un travail sur marginal, on va dire, sur l'aménagement de poste, hein, sur le rythme horaire, sur le temps de travail, sur les conditions d'accueil, mais on n'a pas mis en place d'aménagement lourd. Un autre exemple, par exemple, c'est pour les troubles 10, on a mis en place, par exemple, le logiciel Dragon, qui permet de corriger ou de faciliter les phases d'apprentissage en évitant toutes ces erreurs d'orthographique, toutes ces erreurs de compréhension, également dans la transmission des savoirs. Du coup, pour rebondir, vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous sécurisez justement l'intégration des apprentis une fois que vous avez identifié le candidat, que vous l'avez recruté. Alors c'est finalement pour nous le cœur du sujet sur lequel on a mis énormément l'accent. La contrepartie de vouloir davantage recruter de personnes en situation de handicap a été de rassurer les maîtres d'apprentissage. Et pour les rassurer, on a fait le choix de mettre en place un accompagnement assez poussé, un accompagnement socio-pédagogique pour que les maîtres d'apprentissage et les apprentis puissent se reposer et construire sereinement leur binôme. Donc on a fait un choix de travailler sur un mode qui est proche de celui de l'accompagnement proposé dans le secteur privé avec le DIRFA, hein, sauf qu'il n'y a pas d'équivalent contractualisé avec le FIP pour le secteur public. Donc on a cherché un partenaire et ce partenaire qui a répondu présent pour nous sur le territoire varinois, c'est l'ADAPI. Donc c'est l'ADAPI qui porte le secteur DIRFA. On a conventionné avec eux, on a fait un marché public, on les a retenus à l'issue d'une consultation en construisant un cahier des charges pour dimensionner le niveau et le type d'accompagnement. Et donc ça, c'est une démarche indispensable. Je vais rentrer un peu plus dans le détail peut-être de ce que ça implique, mais c'était vraiment une démarche indispensable pour donner aux maîtres d'apprentissage les clés de la réussite du parcours de l'apprenti dans la collectivité, mais également au niveau de l'organisme de formation. Donc on a vraiment fait le choix de mettre fortement l'accent là-dessus, à savoir que chaque apprenti dans la collectivité se voit de manière automatique, et chaque maître apprentissage se voit proposer cet accompagnement. On le met en place dès le démarrage, dès le recrutement. On n'attend pas qu'il y ait une difficulté qui apparaisse. On ne veut pas être un peu dans l'esprit du pompier qui intervient en cas de feu. On veut construire quelque chose dans la durée. Donc c'est quelque chose d'automatique que propose la collectivité aux maîtres d'apprentissage et aux apprentis.
Et par rapport justement au public d'apprentis que vous avez, cette solution d'accompagnement un peu plus poussée est acceptée également par les adultes? Oui, oui, vraiment, vraiment, ça a toujours été vraiment bien compris. Euh, Généralement, ce qu'on fait, c'est que donc la mission handicap, donc le chargé de mission handicap que je suis, à l'issue du recrutement, lors de la prise de fonction, rencontre maître d'apprentissage et apprentis pour leur expliquer un peu le fonctionnement de la collectivité sur cette question-là. Expliquer le contenu de l'accompagnement, présenter les interlocuteurs, et après, du coup, les choses se font naturellement. Des fois, il y a peut-être des réaiguillages à faire, mais sur le principe d'être accompagné par un organisme tiers sur lequel il va être plus facile des fois de faire part de ses difficultés, notamment de ses difficultés de santé qui peuvent avoir un impact sur son quotidien de travail ou ses difficultés d'apprentissage quand on est jeune, expliquer à un organisme tiers que le maître d'apprentissage, oui, il est très compétent, mais moi, avec mon trouble de l'apprentissage, il a peut-être du mal à me faire passer les consignes de la bonne manière. J'arrive, il m'explique, il me réexplique, mais je comprends pas tout. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Et donc là, cet organisme, donc là, d'API, va nous trouver des solutions de compensation, des manières de faire entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que peut-être qu'il y a peut-être un peu de doute à l'origine de la prestation, mais dans la continuité, c'est une prestation qui fonctionne bien. Très bien. Alors vous parlez beaucoup des adaptations en interne, on va dire, chez vous en tant qu'employeur. Et les liens avec le CFA, vous procédez comment? Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est justement à travers cet accompagnement socio-pédagogique, c'est d'avoir un intervenant qui arrive à maîtriser l'ensemble du process, d'avoir une bonne compréhension. Donc cet accompagnement se fait sur le lieu de travail, hein, donc directement au contact de l'apprenti et du maître d'apprentissage, mais également au besoin et forcément en lien aussi avec l'organisme de formation. Donc il y a une bonne connaissance des deux aspects que inclut l'apprentissage. Vraiment l'aspect sur site chez l'employeur public, mais également l'aspect sur site également dans l'organisme de formation. Donc c'est vraiment un interlocuteur, une interface qui va pouvoir vraiment détecter les difficultés. On va pouvoir travailler avec eux, par exemple, en amont, avoir des retours sur les difficultés que peut avoir l'apprenti dans l'acquisition de savoirs théoriques et voir avec eux s'il y a besoin, du coup, comme il y a des troubles de l'apprentissage, par exemple, de compenser avec des heures pédagogiques de soutien proposées en lien avec le CFA ou en dehors du CFA si le CFA ne propose pas d'heures de soutien pédagogique. Donc on est vraiment dans tout un maillage, tout un chaînon du début de la formation théorique jusqu'à la fin, en formation pratique chez l'employeur. Donc du coup, on a vu que vous utilisiez l'aide d'accompagnement, l'aide par rapport au salaire, effectivement. Vous mettez en place également le tutorat, il me semble, euh, en termes d'aide du FPHFP. Oui, effectivement, on va activer l'ensemble des aides que vous avez présentées, hein. Vraiment, ces aides au niveau du FIP sont très très incitatives, hein. Des aides au recrutement, des primes financières pour l'apprenti, la prise en charge des frais de formation, la prise en charge du coût salarial, 80% du coût salarial de l'apprenti, et également la prise en charge d'une partie d'un volume horaire des maîtres d'apprentissage qui, dans cette volet-là, ont un aspect en fait tuteur. Il s'agit donc pour eux de débloquer un peu plus de temps que ce qu'ils pourraient faire avec un autre apprenti. Et donc ce volume de temps consacré pour mieux faire passer les savoir-faire, les savoir-être, est pris en charge par le FIP. On a estimé à peu près qu'on était sur un ratio d'environ 180 heures par an sur cet accompagnement par apprenti et donc par tuteur. Donc, Réparti du coup, sur l'année ou réparti sur les 2 années de par formation? année. Par année. Par année. Par D'accord. année. Le plafond du FIP étant beaucoup plus élevé que ce niveau-là. Mais c'est déjà ramené par mois, c'est déjà un volume horaire qui permet d'accompagner dans la durée l'apprenti. Oui, c'est intéressant, effectivement. Et du coup, vos maîtres d'apprentissage, donc, vous m'aviez dit qu'ils participaient au recrutement, etc., qu'il y avait une acculturation, effectivement, au niveau du conseil départemental de la situation de handicap ou des situations de handicap. Mais est-ce que vous les formez?
justement la fonction de maître d'apprentissage. Oui, donc il y a cette formation qui se déroule. On fait appel également à un partenaire externe, hein. C'est une formation qui a été trouvée suite à un appel à concurrence. Une formation qui a deux volets, hein. Qui a un volet, on va dire, formation du maître d'apprentissage, hein, tout court, hein, sans lien avec le handicap, et un deuxième partie de la formation qui va être axée sur apprentissage et handicap. Donc tous nos maîtres d'apprentissage sont formés à l'exercice de leur métier de maître d'apprentissage et également à un aspect complémentaire qui est l'accueil des apprentis en situation de handicap lorsqu'ils ont un apprenti en situation de handicap. Voilà, c'est quelque chose qui se met en place à la rentrée. Donc là, on est en train de travailler justement sur le contenu de cette formation. Elle a eu lieu à la rentrée de l'année 2018 et elle aura lieu à la rentrée en 2019. On est sur un format 2 jours de formation maître d'apprentissage et 1 jour de formation dédié au handicap au travail. Et là également, c'est une formation sur cet aspect complémentaire handicap au travail et apprentissage qui est pris en charge par le FIP, hein, dans le titre de leur catalogue des interventions. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que vous avez, ça fait un peu de temps que vous recrutez des apprentis en situation de handicap, mais quelles sont les perspectives pour ces apprentis à l'issue de la formation? Alors, avec le FIP, dans notre convention d'objectifs, on a également contractualisé, entre guillemets, une partie liée à la pérennisation des postes. Et là, encore une fois, il y a une aide du FIP, hein, qui incite aussi à pérenniser les postes en apprentissage, pardon. Donc pour l'instant, c'est quelque chose, on n'a pas encore pérennisé d'apprentis en situation de handicap suite à cette campagne, parce qu'on a une grosse partie des apprentis étaient sur des cycles de formation de 2 ans. On a 2 apprentis qui nous ont quittés. Un, c'était fin de l'apprentissage, il n'y avait pas encore de poste pérenne, donc on le suit avec des contrats CDD, donc il n'a pas quitté la collectivité, mais il n'est plus en statut d'apprentissage. Et une autre personne qui a fait le choix de quitter la collectivité lors de son parcours d'apprentissage. Donc ça, c'était un choix plus personnel. Mais là, c'est la question qui est vraiment devant nous parce qu'on a un volume du coup d'apprentis, hein, nos 5 en poste qui vont quitter la collectivité au courant de l'été. Donc là, on va voir concrètement s'appeler à la question de la pérennisation d'une partie de ces postes au moins. Voilà. Donc là, j'ai pas encore de retour d'expérience sur cet aspect-là, mais c'est quelque chose qu'on veut et qu'on va mettre en place. D'accord, très bien. Et pour clôturer Il y a une question. Une personne qui est intéressée par le contenu de la formation des maîtres d'apprentissage et handicap pour les tuteurs. Est-ce que vous avez parlé d'un appel d'offres? Est-ce que vous avez rédigé un cahier des charges et puis lancé une procédure de consultation? Oui, je dois pouvoir me procurer des éléments. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut partager avec le réseau? Alors, je vais poser la question au service formation, hein, qui a porté le contenu pédagogique, et puis je reviendrai pour le partager le cas échéant. Donc, si effectivement c'est possible de partager, nous on le mettra dans les éléments de. Vous savez, quand vous allez dans l'espace partenaire, vous retrouvez tous nos temps d'animation. Il va y avoir un temps d'animation sur ce webinaire et vous retrouverez, quand on l'aura, en tout cas le document, on le positionnera à cet endroit-là. Voilà, merci. Donc, avant de faire une clôture par rapport à votre expérience, il y a une question sur l'évaluation du nombre d'heures tutorat qui sont proposées aux apprentis, parce que vous aviez évoqué 180 heures par an. Oui. Donc, comment vous évaluez ce temps? Alors, on s'est re-questionné à l'issue de la première année, parce que tout ça était en partie nouveau. Donc, moi, j'avais fait quand même la tournée d'information, sans que cela soit à ce stade très formalisé, de revenir vers les maîtres d'apprentissage et donc les tuteurs et les apprentis sur ce qui avait fonctionné à la fois dans l'accompagnement socio-pédagogique et dans l'organisation interne de la collectivité. Alors, sur un format d'1 an, on avait des retours plutôt positifs, hein, avec quelques bémols, mais on était quand même sur un timing de temps qui était trop limité. Donc le choix, c'est plutôt de porter dans la durée notre organisation, parce qu'elle a plutôt porté des résultats que l'inverse, hein. Donc de porter dans la durée des 3 ans
de la convention avec le FIP notre organisation. C'est que si on reconventionne avec le FIP, ce qu'on aura vraisemblablement l'intention de faire, qu'on se re-questionnera peut-être plus en profondeur et réorientera peut-être ce volume horaire. Là, c'est encore une expérience qui est intéressante, qui est riche, mais encore relativement récente sur ce volume d'heures. Donc c'était prématuré de le revoir de fond en comble. Surtout qu'on a quand même considéré et constaté qu'il y a vraiment un vrai besoin dans les binômes entre apprentis et maîtres d'apprentissage de se parler et d'avoir des temps ensemble dédiés. Écoutez, merci pour ces précisions. Pour conclure, là, on a quelques employeurs qui certainement s'interrogent, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de... Vous venez d'avoir une expérience quand même qui est assez intéressante, vous avez du recul. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, de partager avec eux, au-delà de ces détails techniques qu'on vient de voir? De dire clairement j'y vais, c'est peut-être le plus difficile, peut-être franchir le pas, mais une fois qu'on est franchi, qu'on le pas est franchi, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Que oui, il y a des aléas dans le recrutement, mais les mêmes aléas à handicap ou pas handicap. Hein. Donc ça change pas. Il y a des difficultés, il y a des recrutements qui sont complexes, hein, des situations d'emploi qui sont complexes, mais ça existe également en dehors du champ du handicap. Donc il ne faut pas que le champ du handicap soit un frein pour se lancer dans ce type de démarche. Et nous, on a franchi le pas, on est content, et on veut même l'amplifier. Notre prochaine campagne de recrutement, on veut encore démultiplier ce qu'on a su mettre en place. On a une vocation de recruter 12 apprentis en situation de handicap sur les 24 postes qui sont ouverts dans la collectivité à la rentrée de septembre 2019. Donc si on franchit cette étape-là, c'est bien parce qu'on est content du résultat parcouru et qu'on veut l'amplifier. Donc j'espère qu'ils seront dans la même logique, commencer, effectivement, prendre ses marques si on n'a jamais fait, hein, une certaine progressivité, mais je pense qu'il n'y aura pas de regret. Et derrière, il y a toutes les aides, il y a le soutien du FIP, donc il n'y a vraiment pas de questions à se poser, il faut y aller. Mais il faut être accompagné, il faut trouver des partenaires, il faut se donner un petit peu de temps. Voilà, accompagné, tout se passe bien. Merci beaucoup Antoine, merci pour votre témoignage qui est vraiment intéressant et puis une conclusion pleine d'optimisme. Merci. Donc, effectivement, moi, ce que je peux apporter en complément, c'est que si certains d'entre vous s'engagent dans ce type de recrutement et puis que vous peinez un peu à identifier des candidatures, n'hésitez pas à venir vers la coordination du Handipact. En fait, bien souvent, on a un premier réseau d'acteurs qui sont... Il faudrait peut-être partager. On a un premier réseau d'acteurs qui sont identifiés. Vous avez Pôle emploi, vous avez Cap emploi, vous avez effectivement, il y avait le DIRFA qui vient de changer de nom, mais il y avait le DIRFA. Mais en fin de compte, on a d'autres acteurs qui peuvent proposer des candidatures intéressantes. On a l'éducation nationale. Ils ont l'éducation nationale ils ont une véritable politique d'accompagnement des jeunes en situation de handicap vers une insertion professionnelle. Et le contrat d'apprentissage s'inscrit parfaitement dans ces objectifs-là. Donc, on a peu construit de liens avec ces acteurs-là. N'empêche qu'on sait qu'il y a un potentiel. On sait que depuis que la loi du 11 février 2005 a été mise en œuvre, on a une intégration massive des jeunes en situation de handicap et les plus employables. On peut également travailler avec les EA et ZAT, notamment les EA. Ils ont il y a une dynamique autour de la sortie de ces établissements vers de l'emploi en entreprise, employeur ordinaire, que ce soit public ou privé. Là également, ils peuvent être en recherche d'opportunités. L'apprentissage peut être une solution pertinente. On peut travailler avec, pourquoi pas, certains IM Pro. Donc, pour l'instant, on s'est concentré sur, on va dire, le premier cercle des partenaires. Il y a un deuxième cercle, donc voilà, si vous êtes en difficulté dans vos recrutements, revenez vers nous et puis on verra comment vous donner un coup de main pour aller mobiliser ce second cercle. Donc, alors, vous avez des outils sur le site du Handipact. Je pense que le site du Handipact Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté est certainement l'un des plus riches sur les différents sites des Handipacts sur la question de l'apprentissage. Vous savez que vous avez un onglet dédié.
on vient d'actualiser la vidéo employeur parce qu'il y a un certain nombre de nouveautés en 2019 qui nous ont été présentées par Céline et l'ancienne vidéo n'était plus adaptée, donc on vient de l'actualiser. Et l'autre, direction des candidats, est en cours d'actualisation. C'est sur le site. Vous retrouvez également une plaquette pour les employeurs. Je pense notamment au Cap emploi, au CDG, qui ont besoin d'expliquer, de convaincre des employeurs. Et puis, on vient de faire, vous trouverez sur le site internet, même chose, vers les plaquettes, une nouvelle plaquette à l'attention des CFA, pour vraiment les informer de leur obligation de compenser le handicap, et puis des moyens qu'ils peuvent mobiliser, qu'il s'agisse de services ou de moyens financiers. J'ai également deux annonces à vous faire. Donc, on va voir sur le thème de l'apprentissage un groupe de travail qui est prévu pour les employeurs qui souhaitent s'engager dans le recrutement d'apprentis. C'est un groupe de travail pour la première fois qu'on a fait un groupe de travail commun pour la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. C'est une réunion qui est programmée le mardi 14 mai prochain et qui aura lieu à Chaumont. Vous retrouverez tout ça sur le site et on a une invitation qui va repartir. Et vous avez également, alors là c'est plutôt si vous travaillez avec certains CFA, un webinaire le 25 avril prochain dédié au CFA pour leur expliquer tous les moyens du FIP, l'obligation de compenser, etc. Parce qu'on en a rencontré plusieurs qui étaient vraiment, qui se sentaient un peu seuls sur ces questions-là, donc il y avait vraiment nécessité de venir les informer, les outiller. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce webinaire. Merci sincèrement à vous tous d'y avoir participé. Merci à vous également de remplir ces petits questionnaires. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un appui, un accompagnement sur le recrutement de vos apprentis. Je vous dis merci encore à Antoine Philippi pour sa participation et au conseil départemental du Bas-Rhin. Et je vous dis à très bientôt.